Bonjour et bienvenue dans Destination Week-end. Aujourd'hui, direction Berlin. Il est peu connu et pourtant le design berlinois est bien vivant, foisonnant et même surprenant. À l'image de la capitale allemande en pleine effervescence, il revendique un style audacieux et débridé, du fonctionnel conçu en toute liberté. Nous prendrons ensuite la direction du KaDeWe, le grand magasin de luxe berlinois qui a fêté ses 100 ans. Pendant un siècle, il a traversé des périodes difficiles, mais a su s'adapter. Mangez bien, mangez sain, mangez bio. En Allemagne, la tendance culinaire est au bien-être. Même les grandes surfaces proposent des aliments bio et des cours de cuisine pour apprendre à préparer des petits plats équilibrés. Levée de rideau sur le Goya Club. C'est dans un ancien théâtre Art Nouveau que le dernier club branché de la capitale a pris ses quartiers. En compagnie de l'architecte du lieu, Hans Koloff, on a joué les spectateurs. Nommée Cité du design par l'UNESCO, Berlin est une ville en pleine effervescence créative où de jeunes talents éclosent tous azimuts. Mais qu'est-ce qui définit le design berlinois? C'est fondé sur une diversité de genres, d'utilisation de matières. Il y a même de la transgression, de la digression. Il y a une sorte d'esprit libre. Donc je commence par la lampe Oops. Et là, il s'agit d'un jeu sur notre perception des choses et de nos habitudes. Cette lampe n'a pas d'interrupteur. On voit l'ampoule qui dépasse au-dessus, séparée de l'abat-jour qui est en dessous. L'observateur devrait comprendre tout naturellement ce qu'il lui reste à faire, c'est-à-dire tirer le tout vers le haut et la lampe s'allume. Cette lampe s'appelle Left or Right, et cela parce qu'il en existe une variante gauchère ou droitière. Celle-là, c'est celle de gauche. Elle est conçue pour être une lampe de chevet. Elle encadre le lit. On peut se l'imaginer avec les deux placés comme ça. On peut même l'utiliser comme marque-page. On peut y mettre son réveil aussi. Ou si elle est placée dans un couloir, on peut y poser son téléphone portable, ses clés. Je pense qu'il y a un design berlinois, ou du moins une manière de faire berlinoise. Une approche plus libre, plus conceptuelle peut-être. C'est un autre point de vue sur les choses, une manière différente de les appréhender. Le choix de s'attarder sur certains détails, que ce soit avec humour ou poésie, de façon fonctionnelle ou technique. Ce design par rapport à l'idée qu'on s'en fait, nous Français, d'un design extrêmement fonctionnel, extrêmement qualitatif, extrêmement construit, qui caractérise quand même l'esprit germain au sens général du terme, et bien là tout d'un coup on pourrait le qualifier de latin, de beaucoup plus débridé, de beaucoup plus libre, et c'est en cela que c'est intéressant dans l'époque. Ça, c'est un top. Ça aussi. Là, c'est une jupe. Ça, c'est une veste. Il faut passer la tête par ici et les bras par là. Berlin est en devenir. C'est comme un être jeune, plein d'énergie, un peu imparfait. Et ça se reflète dans les créations. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que ça ne se conforme pas aux normes de la société, que ça rompt avec les structures. À l'image de l'éclectisme culturel de la capitale allemande, le design berlinois ne répond pas à une définition unique. Qu'est-ce qui le caractérise? Sans doute un goût pour la technicité, une grande liberté esthétique et un vif intérêt pour les objets multifonctionnels. Parmi toutes les chaises mobiles et transformables qu'on a faites, il y a le rocking chair, avec rocking entre guillemets, parce qu'on peut le modifier pour qu'il ne soit plus qu'une chaise simple. L'idée, c'est qu'on peut en avoir 4 dans un appartement, mais on n'est pas obligé de se balancer tout le temps. Seulement quand on veut, après le dîner par exemple, pour se détendre un peu.
Elle est censée ressembler à une chaise normale. Mais en dépliant le dossier, elle se transforme en fauteuil très simple. Le châssis devient les accoudoirs et en haut vous avez le repose-tête. Voilà donc quelque chose d'apparence très classique. Mais avec ce petit truc en plus, qui fait que l'on peut l'utiliser pour lire ou regarder la télé, et en quelques secondes, le replier. Parce que Berlin n'a pas de grosse industrie et que de ce fait, les créatifs qui s'y expriment sont peut-être moins en lien direct avec un cahier des charges, on va dire cela comme ça. Ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté d'expression. À Berlin, on est très entouré, pas seulement de designers, mais aussi par des artistes, des réalisateurs qui essayent de tracer leur propre chemin, sans essayer de trouver une place dans une agence ou un bureau déjà établi. J'ai l'impression qu'à Berlin, on peut s'autoriser plus de choses. Vous voyez, c'est comme quelque part dans un pays émergent où on aurait la possibilité de partir d'une feuille blanche et de dire vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Ce qui est moins possible, à mon avis, à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Rome, n'en parlons pas. Je pense que c'est possible à Berlin. Le KaDeWe de Berlin est un magasin mythique. Inspiré des Galeries Lafayette parisiennes, il a été le premier grand magasin de luxe en Allemagne. À l'image de la bourgeoisie berlinoise, le KaDeWe a été construit dans un quartier résidentiel à l'ouest de la ville. Le KaDeWe a été inauguré le 27 mars 1907 et dès le mois d'août, le magasin a eu la visite du roi de Siam. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et je pense que c'est à ce moment-là que le mythe KaDeWe est né. Le KaDeWe a traversé le XXe siècle en résistant à 2 guerres mondiales et à sa destruction presque totale lors d'un bombardement en 1943. La réouverture du KaDeWe le 3 juillet 1950 a été un événement d'une grande importance pour les Berlinois, et ce, autant pour le secteur ouest que le secteur est de la ville. Vous savez, Berlin était détruit, et c'était la première fois qu'un grand magasin renaissait des ruines. Les Berlinois s'y rendaient en masse parce qu'il y avait à nouveau des choses à acheter. La façade extérieure est la même qu'à son inauguration. Pendant les années 50 et 60, les femmes avaient encore l'habitude de faire de la couture. Dans son genre, le rayon tissu du KaDeWe était un endroit unique au monde. Là où nous sommes maintenant, il faut imaginer partout des étals de superbes tissus. Des tissus pour robes du soir, une variété de couleurs inégalées. Et quand les gens entraient par la porte principale, ils arrivaient immédiatement dans le cœur du magasin, le légendaire rayon des tissus. À partir des années 60, le gouvernement fédéral décide de faire du KaDeWe un lieu de plus en plus luxueux, comme une provocation à la dictature communiste. Pendant la guerre froide, le KaDeWe était un peu la vitrine de Berlin-Ouest, la vitrine de la RFA. Cette vitrine devait montrer la supériorité de la RFA, une supériorité qui s'affichait avec insolence dans une enclave dans la RDA, au beau milieu du régime communiste. Lors de la chute du mur en 1989, le magasin devient spontanément le lieu où se retrouvent les Berlinois de l'Est et de l'Ouest après de longues années de séparation. Les Berlinois de l'Est, quand ils ont vu tout ce qu'on pouvait trouver au KaDeWe, ce contraste entre ce manque chez eux et l'offre ici, pour beaucoup d'entre eux, cela était un choc. Ils pensaient qu'une telle abondance n'était pas nécessaire, c'était exagéré. On peut se contenter de bien moins. Pour eux, on n'avait pas besoin d'avoir le choix entre 15, 25 ou 60 variétés de fromage. En RDA, il y en avait 3 et cela leur semblait suffisant. Ancien chef du département des jouets, Jürgen Krieger se rappelle du moment où les Berlinois de l'Est ont découvert ce temple du luxe. Les filles et les garçons savaient très bien ce qu'ils voulaient acheter. Les filles voulaient des poupées Barbie et les garçons, des voitures Matchbox.
Le KaDeWe a été rénové de fond en comble dans les années 90. Cela a commencé en 91. Premièrement, on souhaitait préparer le KaDeWe au nouveau millénaire. Et puis, après la réunification de 1989, il y a eu une ruée de clients sur le KaDeWe comme il n'en a jamais connu dans toute son histoire. À l'occasion de ses 100 ans, le KaDeWe a été rénové. Aujourd'hui, le magasin compte 66 000 m² qui s'étendent sur 7 étages et assure sa réputation de plus grand temple du luxe européen. Pour rester un succès durant ces 100 dernières années, le KaDeWe a réussi à se remettre toujours en question. Le magasin s'est toujours transformé. Il a grandi des 24 000 m² de départ. La surface actuelle est de plus de 60 000 m². Et bien que le magasin s'agrandisse, notre souci était qu'il reste un magasin de luxe. C'était ça la clé du succès depuis le début. Par le passé, il y a eu chez nous, c'est sûr, beaucoup d'étages qui ont contribué au succès de l'entreprise, mais c'était changeant. Il y a bien sûr notre épicerie fine, de très haut de gamme. Aujourd'hui comme hier, cela reste un endroit très prisé. Au 6e étage se trouve sur 7000 m² la plus grande épicerie fine d'Europe. La gamme de produits internationaux que propose l'épicerie est introuvable ailleurs dans la capitale. L'épicerie fine du KaDeWe est un haut lieu du tourisme berlinois. Les gens qui vont voir la porte de Brandenburg ou le Reichstag viennent également visiter l'épicerie fine du KaDeWe. Nous avons des clients des 4 coins du monde, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Japon ou encore de la Chine. Des gens venus de tous les continents. Depuis toujours, le Berlinois est fier du KaDeWe. Il occupe une place particulière dans son cœur. C'est sa maison, son lieu préféré pour faire des emplettes. Le KaDeWe est classé monument historique et entre 2 rayons, on peut suivre un guide qui retrace son histoire centenaire. Ceux qui pensent encore que le bio se limite à la consommation régulière de soja et de tofu peuvent réviser leur classique. La bio-attitude, c'est aussi savoir prendre le temps de cuisiner sain. En Allemagne, les supermarchés bio ne se contentent plus de vendre des produits, ils vendent désormais des cours de cuisine. Les aliments bio sont présents sur le marché depuis environ 30 ans. Depuis 5 à 10 ans, il y a eu un changement de tendance et les aliments bio sont devenus des produits de plus en plus accessibles au grand public. Et la notion de plaisir a pris de plus en plus d'importance. C'est un supermarché bio. Je passais, comme je n'achète que du bio. Avec le bio, j'ai le sentiment que c'est meilleur pour la santé, surtout pour les enfants. C'est meilleur pour la santé et c'est bon. A priori, rien d'anormal dans ce supermarché, sauf qu'au premier étage, les clients ont accès à une ancienne salle de cinéma où sont dispensés des cours pour réapprendre à bien cuisiner. D'un simple type de consommation, le bio accède ici au statut d'art de vivre. Je viens de Cologne et, comme vous le savez, la cuisine familiale là-bas, ça signifie du boudin noir, beaucoup de viande, des gros morceaux. Mais les légumes, c'est en quantité réduite. Un peu de brocoli, un minuscule morceau de carotte et c'est tout. Aujourd'hui, nous allons faire autrement. J'ai constaté durant ces 10 dernières années, notamment lors de mes consultations en diététique, car je suis également nutritionniste, qu'en règle générale, cela fait beaucoup de bien à la plupart des gens de manger un peu moins de viande. L'important, c'est avant tout de s'alimenter convenablement. Bien sûr, la cuisine en Allemagne s'est considérablement modernisée. Aujourd'hui, on utiliserait moitié moins de beurre ou de crème pour préparer des plats traditionnels. Un tout petit peu d'huile suffira. Préparer une sauce crémeuse sans utiliser de crème, ça veut dire cuisiner moins gras. Sucrer avec autre chose que du sucre, savoir qu'on peut sucrer sans sucre blanc, ça fait également du bien au corps.
C'est chaud, mais c'est bon. Je trouve intéressant de voir comment on peut cuisiner avec moins de graisse, et puis comment on peut créer des plats avec du goût. Ce qu'on a tous pu voir ce soir, c'est qu'une cuisine qui fait une large place aux légumes, celle que les nutritionnistes nous conseillent d'ailleurs, elle peut quand même avoir du goût et être intéressante. J'aime manger tout simplement et j'aime aussi cuisiner. Et si je n'y prenais pas de plaisir, je ne le ferais pas. C'est simple. Il y a seulement 10 ou 20 ans, c'était encore chic de regarder la télé en mangeant une pizza surgelée. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. On veut réapprendre à faire la cuisine. On veut à nouveau préparer des plats à partir de vrais ingrédients, ce qui est la définition même du mot cuisiner. Sous la bannière du cuisiner sain, c'est aussi un nouveau type de lien social que l'on voit naître à Berlin. Cette librairie, ouverte il y a 5 ans par Brigitte, fédère une nouvelle génération de gastronomes. Ma mère était professeure de français et elle a toujours très bien fait la cuisine. Et à nous, ses enfants, elle nous a appris que manger ou cuisiner, c'est bien plus que s'alimenter. Tu viens déjà pour cuisiner? Chaque soir, dans l'arrière-boutique, cette congrégation du Palais prend des cours de cuisine à l'heure où d'autres font de la gymnastique. Nous allons préparer 4 plats et un dessert. Nous allons commencer par une soupe chinoise, wonton, puis nous allons aussi faire une salade de crevettes thaïlandaises. Mais surtout, pour finir, chacun d'entre vous doit rouler soi-même son propre maquis. La cuisine asiatique joue aujourd'hui un grand rôle. Elle est très en vogue en ce moment. Les gens qui viennent ici adorent la préparer et aiment la manger. C'est du vinaigre de vin blanc? Non, c'est du vinaigre de riz. Santé, il vient de Thaïlande. Le beurre ou la graisse de viande et ce genre de choses, nous ne les utilisons que très rarement dans notre cuisine. Quand on fait un maquis, le côté brillant de la feuille d'algue doit être à l'extérieur. Donc ce côté doit être dessous. Saupoudrer avec du sésame. Voilà, et retourner. Mes parents ne faisaient que de la cuisine allemande et nous, on aime bien tenter autre chose. Cuisiner, c'est un art de vivre. Quand nous faisons la cuisine avec des amis, ça peut prendre 3 ou 4 heures. Celui qui ne sait pas cuisiner passe à côté de quelque chose. Cuisiner en groupe, c'est la bonne voie, je pense. Toutefois, je trouverais dommage d'en rester là. En Allemagne, il n'y a que 9% des revenus qui sont consacrés à l'alimentation. On ne voit rien à redire lorsqu'on économise pendant des années pour acheter un canapé en cuir ou lorsqu'on s'endette pour partir aux Maldives. Mais acheter pour 50 € de nourriture, ça, on trouve ça fou. Pourtant, la nourriture, c'est ce qui reste dans nos corps et la nourriture, c'est ce qui fait réellement la qualité de vie. L'équilibre nutritionnel de la soirée est bien sûr garanti. Si les cours de ce type se développent, les marchands de régime ont du souci à se faire. À Berlin, un nouveau style de club-bar sophistiqué et chic voit le jour. Situé en plein cœur de Berlin, ce club est à la fois un bar, un restaurant et une discothèque. Cet ancien théâtre de 1907 a été entièrement réinventé par une star de l'architecture allemande, Hans Koloff.
Cette architecture est authentique. Même si vous avez l'impression de déjà-vu, que vous vous dites « ça me rappelle quelque chose », c'est seulement aujourd'hui qu'une telle architecture est possible. Cet aspect nous a d'ailleurs beaucoup intéressés. Ne pas faire une architecture qui soit spectaculairement nouvelle et qui serait devenue vite ennuyeuse. Nous avons essayé de créer un espace qui durera dans le temps. En tout cas, c'est ce que je crois. Nous n'avons pas fait une rénovation habituelle, ni créé un décor éphémère, une sorte de scénographie. Non, il s'agissait de créer un lieu avec une unité comme un théâtre. D'ailleurs, autrefois, ce bâtiment était un théâtre. Si l'ancien théâtre connut ses heures de gloire dans les années 20 et donna de grands concerts, depuis plusieurs années, le lieu était laissé à l'abandon. Les travaux furent gigantesques et très onéreux, mais cela n'a pas découragé les 2000 actionnaires qui font partie de ce nouveau lieu branché. Je crois qu'il était temps de recréer d'immenses espaces comme ici, où 1500 à 2000 personnes peuvent se retrouver le temps d'une soirée. Ces lieux sont devenus assez rares. Les matériaux pour le bar ont été l'objet d'un vaste débat. Fallait-il choisir de la pierre, du bois? Finalement, nous avons choisi le bois, recouvert d'une couche d'étain. Quand on pose un verre, ça produit un très joli son. Pour les tabourets du bar, nous avons aussi eu des discussions sans fin. Vous voulez vous asseoir à côté de moi? Oui, non, vous n'avez pas le droit, hein? Mais vous pouvez quand même me dire si vous trouvez que l'anneau du repose-pied est trop haut ou trop bas. Est-ce que les tabourets sont réussis? Mais ce sont les plus beaux au monde. Vous en avez déjà vu des plus beaux que celui-ci? C'est de l'aluminium, le pied est en bois et le siège recouvert de cuir blanc. Ouais, je trouve sincèrement que ce sont les plus beaux tabourets du monde. On les a testés tous les deux. Puisque vous dites tout, eh bien, je confirme. Hans Koloff a collaboré avec Peter Gluckstein, le propriétaire du Goya, sur l'ensemble du design intérieur, de la lumière au mobilier. Ce club est définitivement pour un public adulte. Je dirais que la moyenne d'âge de notre clientèle est plus âgée que celle d'un club traditionnel. Pas d'une génération, mais bien de 10-15 ans. Pour certains clients, au début, c'est un peu bizarre. C'est assez inhabituel de voir des gens plutôt âgés sur les pistes de danse dans une boîte cool. Dès le départ, notre intention était de faire un lieu de rencontre pour des gens très variés. Ici, vous ne trouverez pas du kitsch ni de citations rétro des années 70 ou des années 80 ou 90. Rien de tout ça. C'est tout simplement une architecture authentique réalisée par un grand architecte.